Poignardé à l'abdomen il y a 10 jours, Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne, critique depuis son lit d'hôpital le système de vote électronique. Il met également en garde contre la fraude lors des scrutins d'octobre. Le récit, c'est que je vais perdre contre n'importe qui au deuxième tour. La grande préoccupation n'est pas vraiment de perdre à l'élection, c'est de perdre à cause de la fraude. Cette possibilité de fraude au second tour, même au premier, est concrète. Même vous qui soutenez le PT, le Parti des travailleurs, vous êtes un être humain. Je vois beaucoup de partisans du PT changer de camp. J'espère que dans une semaine, si Dieu le veut, je serai à la maison à parler tous les soirs pendant l'horaire gratuit des élections. À 3 semaines du premier tour de la présidentielle, aucune prévision n'est donnée sur la durée de son hospitalisation, qui avait été fixée à une dizaine de jours après l'attentat, mais devrait être nettement prolongée après les dernières complications. Les députés haïtiens ont investi tôt dimanche le nouveau gouvernement après une séance marathon de plus de 10 heures. Celle-ci a été écourtée par les élus de la majorité à la colère de l'opposition. C'est donc dans une ambiance surchauffée que 84 députés ont voté en faveur du nouveau chef du gouvernement. 5 autres ont voté contre son projet de politique générale et 4 se sont abstenus. Jean-Henri Séan, notaire de profession, a été 2 fois candidat malheureux à l'élection présidentielle. Cette approbation est une étape essentielle pour le pouvoir exécutif qui a pour mission d'apaiser le climat socio-économique toujours tendu après 3 jours d'émeutes en juillet qui avaient poussé à la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. La composition de ce nouveau gouvernement, annoncé début septembre, a toutefois suscité peu d'enthousiasme, sinon même de la colère au sein de la population, car 1/3 des ministres figuraient déjà dans le précédent cabinet. Depuis plus d'1 mois, une campagne citoyenne contre la corruption, née sur les réseaux sociaux, gagne les rues des principales villes du pays. Une tentative gouvernementale le 6 juillet d'augmenter les prix des carburants de 38 à 51% avait immédiatement entraîné une vague de révolte à travers tout le pays. Plusieurs petites manifestations ont également été organisées par la diaspora haïtienne aux États-Unis. Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, est aux prises avec une accusation d'agression sexuelle. Le candidat conservateur du président américain était ce dimanche sous le coup du témoignage public d'une femme l'accusant d'agression sexuelle dans les années 80 alors qu'il était encore lycéen. Des accusations réfutées par le magistrat conservateur et ancien conseiller du président George Bush. Ce scandale promet de perturber la confirmation du juge américain par le Sénat américain. À la tombée de la nouvelle, les démocrates ont exigé le report du vote au Sénat sur sa confirmation. Brett Kavanaugh pourrait, s'il est confirmé à ce poste à vie, faire basculer pendant au moins une génération l'équilibre de la Cour suprême. Les républicains disposent d'une très courte majorité au Sénat qui a le dernier mot sur les candidats désignés par le président américain. Les élections parlementaires, qui pourraient voir les démocrates prendre la majorité au Congrès américain, auront lieu dans 2 mois. Un vote en commission sénatoriale est prévu jeudi sur la confirmation de Brett Kavanaugh avant le vote final en séance plénière qui pourrait intervenir dès fin septembre. Dans son discours d'investiture lors d'une cérémonie au palais présidentiel ce lundi, le nouveau Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan s'est engagé à ce que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Petro-Caribé, une affaire de corruption à l'origine de manifestations depuis plusieurs semaines. Depuis 12 ans, Haïti bénéficie d'un programme Petro-Caribé initié par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez qui permet à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acquérir des produits pétroliers à un coût avantageux et de payer leurs factures sur 25 ans à un taux d'intérêt de 1%. Notaire de 61 ans, Jean-Henri Séan a été nommé Premier ministre début août et il a fallu 1 mois pour constituer le nouveau cabinet ministériel. Accompagné de ses ministres, le nouveau chef du gouvernement a obtenu ce week-end l'approbation de sa politique générale devant les 2 chambres du Parlement
un marathon législatif de plus de 25 heures. Les convocations judiciaires s'accumulent pour l'ex-présidente argentine, citée à comparaître mardi à Buenos Aires, cette fois dans une affaire de blanchiment d'argent. Cristina Kirchner rejette toutes les accusations portées contre elle dans le cadre de l'affaire connue en Argentine comme la route de l'argent K. Il s'agit d'une enquête sur des mouvements de fonds suspects portant sur 60 millions de dollars entre l'Argentine et plusieurs pays entre 2010 et 2013. La veille, l'ex-présidente avait été inculpée dans le cadre du scandale dit des cahiers de la corruption. Dans ce dossier, elle est soupçonnée avec son mari Néstor Kirchner d'avoir été à la tête d'un système de corruption portant sur 160 millions de dollars de pots de vin versés par des patrons du BTP à des hauts fonctionnaires ou directement au couple Kirchner. Elle a été déjà inculpée dans 4 autres affaires, dont certaines pour corruption. Elle doit être jugée prochainement pour 3 d'entre elles. Aujourd'hui, opposante numéro 1 du président du centre droit, Cristina Kirchner estime que la justice, aux ordres du pouvoir, cherche à l'écarter de la scène politique où elle conserve un capital électoral d'environ 30%, insuffisant cependant pour espérer reprendre le pouvoir. Le juge qui exige son placement en détention a demandé la levée de son immunité parlementaire. L'immunité parlementaire assure la liberté à l'ancienne présidente, mais ne l'empêche pas d'être jugée, voire condamnée. Poursuivre le rapprochement intercoréen et relancer les pourparlers de dénucléarisation. C'est la mission que s'est assignée le dirigeant sud-coréen arrivé mardi à Pyongyang. Ce mercredi, Moon Jae-in a affirmé que Kim Jong-un était prêt à démanteler 2 importants sites nucléaires et balistiques. Séoul a cependant averti qu'aucun accord n'était a priori garanti lors de ce sommet. Par contre, enfin, un accord militaire de réduction des tensions a été signé. La Corée du Nord se dit aussi prête à fermer définitivement son principal site de recherche nucléaire de Yongbyon, mais à condition que les États-Unis prennent de leur côté des mesures correspondantes. Le Nord a dénoncé les méthodes de gangsters des Américains, accusés de vouloir obtenir son désarmement unilatéral sans faire de concessions à chaque étape et sans alléger la pression ni les sanctions. Les États-Unis espèrent que le sommet intercoréen de Pyongyang aboutira à un pas significatif et vérifiable vers la dénucléarisation de la Corée du Nord, tandis que Pyongyang veut une déclaration officielle des États-Unis pour marquer la fin de la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953 sur un simple armistice. Le niveau de brutalité de l'armée birmane contre la minorité Rohingya en Birmanie est difficilement concevable, selon un enquêteur de l'ONU. Cette déclaration a été faite lors d'une présentation d'un rapport accablant demandant que 6 hauts responsables de l'armée soient poursuivis pour génocide. Notre analyse nous amène à conclure, pour des motifs raisonnables, que dans les États de Kachin, Rakhine et Shan, les crimes contre l'humanité sous-jacents ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les populations civiles. L'ethnie Rakhine a également subi de graves violations des droits de l'homme. Ils peuvent franchir le seuil des crimes contre l'humanité, mais cela nécessite une enquête plus approfondie. En ce qui concerne les crimes de guerre, nous considérons que les conflits armés non internationaux ont existé dans les États de Kachin et Shan pendant toute la période considérée et dans l'État de Rakhine depuis août 2017. Comme dans les États de Kachin et Shan, une grande partie des actes qui constituent des crimes contre l'humanité de la part des Tatmadaw et d'autres forces de sécurité satisferont également aux critères des crimes de guerre. L'armée birmane rejette ces accusations et assure que sa campagne visait des rebelles Rohingyas après des attaques meurtrières contre des postes de police en août 2017. Le responsable présentait le rapport final de 444 pages établi par la mission d'établissement des faits de l'ONU sur la Birmanie. La mission, qui n'a pas été autorisée à se rendre dans le pays, a interrogé plus de 850 victimes et témoins et s'est aussi appuyé sur des images satellites.
Les quelques 500 000 électeurs de ce petit État enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique sont appelés vendredi à choisir 59 députés parmi des candidats sans affiliation politique. La quasi-totalité constitue des fidèles du roi Mswati III, un des derniers monarques absolus de la planète. Au dernier jour de la campagne, Alec Louchaba, candidat proche du roi, rejette les accusations de l'opposition qui dénonce l'interdiction faite aux partis politiques de participer aux élections. Ces élections sont, selon lui, le meilleur exemple de la représentation directe. Cela ne veut pas dire qu'une fois au Parlement, tout le monde est d'accord. Non, nous sommes des individus avec des points de vue différents, mais en fin de compte, c'est le point de vue de la majorité qui l'emporte, pas celui du parti majoritaire. Pour Michael Moussoukou, candidat aux législatives dans une circonscription à 2 heures de route de la capitale Mbabane, le problème clé est le manque d'eau. Le pays connaît ces dernières années une forte sécheresse. Le problème de ces zones, et pas seulement juste cette zone, mais l'ensemble du peuple swazi, nous sommes touchés par les problèmes d'eau. Le problème majeur de cette zone est l'eau. L'eau, la sécheresse et la faim. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau et aussi les emplois. Il n'y a pas d'emploi ici. Une fois élu, le pouvoir des députés est cependant extrêmement limité. Ils ne peuvent adopter de loi qui n'auraient pas reçu le blanc-seing du monarque tout-puissant. Le Swaziland, rebaptisé cette année Eswatini, est dirigé depuis 1986 par le roi Mswati III, qui contrôle le Parlement et le gouvernement dont il nomme tous les ministres. Najib Razak a été arrêté dans le cadre du scandale 1 milliard de dollars. L'ancien Premier ministre malaisien soupçonné de s'être approprié 628 millions de dollars issus du fonds d'investissement public 1 milliard de dollars sera inculpé. Ce scandale et les soupçons de détournement de vastes sommes de ce fonds d'investissement par l'ex-Premier ministre et ses alliés ont joué un rôle important dans la défaite aux élections de mai de la coalition qu'il dirigeait face à l'alliance réformiste de Mahathir Mohamad. Depuis son départ du pouvoir, Najib Razak a déjà été placé en détention brièvement, puis inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, notamment liés au détournement présumé de quelques 10 millions de dollars d'une ancienne entité du fonds 1 milliard de dollars. Sa récente arrestation est directement liée à l'une des accusations les plus graves à son encontre dans ce vaste scandale d'importantes sommes ayant été transférées vers son compte en banque avant les élections de 2013. Après une première enquête sur ces faits en 2015, l'ex-premier ministre avait été blanchi. Le procureur malaisien avait affirmé que les fonds étaient un don personnel de la famille royale saoudienne. Najib Razak sera présenté à la justice jeudi et sera inculpé sur la base de ces accusations. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a affirmé jeudi qu'il engagerait le processus de révision de la constitution pacifiste du Japon. L'homme s'est ainsi exprimé après avoir été largement réélu à la tête de son parti. Shinzo Abe a gagné 553 voix des 807 exprimées, dont 329 des 405 députés et sénateurs membres de sa formation, le Parti libéral-démocrate. Cette victoire lui donne la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2021. Réécrire en partie la charte constitutionnelle est un but pour le parti. Son souhait est d'inscrire dans l'article 9 l'existence des forces d'autodéfense, une armée qui n'est censée entrer en action que pour défendre le pays face à une attaque extérieure. La majorité du parti au pouvoir est écrasante face à une opposition en lambeaux depuis qu'elle a perdu aux élections législatives de fin 2012, incapable de se relever d'une gestion jugée désastreuse de l'après-tsunami et de l'accident de Fukushima en mars 2011. Plusieurs défis attendent cependant le Premier ministre et l'absence de plébiscite des militants devrait, selon des analystes, le contraindre à faire avancer réellement les dossiers économiques.